Eh bien, bonjour tout le monde, il est 14 heures, je me branche, je me présente, je suis Patricia Lapointe, la coordonnatrice du CAPRES, le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Je vous souhaite la bienvenue à tous, on est 67 de connectés ensemble, on est bien heureux. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire sur la thématique des étudiants en situation de handicap. Peut-être que vous n'en êtes pas à votre premier webinaire avec nous. On en a déjà offert un premier en mai dernier sur le rôle des conseillers d'orientation, comment adapter sa pratique pour accompagner cette clientèle. On en a tenu un deuxième en octobre dernier qui était la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, appliquée aux étudiants en situation de handicap. Et aujourd'hui, on en est à notre troisième webinaire dans cette série-là sur les étudiants en situation de handicap qui va porter sur la préparation au stage. Comment on peut travailler en amont et en équipe pour faciliter ce passage-là à cette clientèle-là. Le thème nous a été suggéré par vous, par notre communauté au fil des mois, au fil du temps. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient des difficultés quand venait le temps d'envoyer les étudiants en stage, les accompagner. Et je dis beaucoup de personnes parce que c'est autant des gens des services adaptés, des directions, que des services de stage et placement. On se rend compte que c'est un secteur aussi qui est aux prises avec différentes difficultés et puis qui avait un besoin de tenir une animation sur ce thème-là. Donc, comme c'est au cœur de notre mission de trouver des experts pour vous entretenir sur ces questions-là, c'est ce que le CAPRES s'est empressé de faire quand on a vu que c'était une préoccupation partagée. Donc, n'hésitez pas à nous faire part d'autres besoins au fil du temps. Après le webinaire, on vous enverra un petit sondage d'appréciation, mais si vous avez d'autres préoccupations, d'autres thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, des animations que vous aimeriez qu'on organise pour vous, que ce soit sur les étudiants en situation de handicap ou tout autre sujet qui touche la réussite et la persévérance en enseignement supérieur, on est là pour répondre aux besoins. Le format aujourd'hui, un webinaire d'1h30 qui va être animé par Mme Anne-Louise Fournier et qui va avoir deux panélistes qui vont intervenir, Mme Isabelle Quirion et Mme Ruth Filion, qui vont vous être présentés dans deux petits instants. Mme Anne-Louise Fournier qui va animer le webinaire. Moi, je vais me soustraire dans quelques secondes pour assurer plutôt le côté technique. Donc, Mme Anne-Louise Fournier, c'est la coordonnatrice du secteur accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap du Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Elle a une large expérience aussi par rapport à cette clientèle-là. Elle va agir à titre d'animatrice aujourd'hui. Elle va vous introduire le sujet, définir ce qu'on entend par étudiant en situation de handicap, présenter nos deux panélistes et animer la période de questions par la suite. Je vais lui laisser le soin de présenter nos deux panélistes dans quelques minutes. Madame Fournier va donc vous acheminer les questions aux bonnes panélistes, les prendre aussi, mais côté technique, c'est moi qui va s'en occuper, je vais être là tout le long aussi. Un petit rappel technique, si vous souhaitez prendre la parole pour poser une question, vous avez juste à prendre le bouton « Lever la main ». Et moi, à ce moment-là, je vais activer votre micro, activer votre webcam. Pour qu'on les a pas activés avant, ben c'est parce qu'on voulait pas qu'il y ait un bruit de fond pour le son et on voulait pas que l'image se divise en plus que quatre espaces comme c'est le cas pour qu'on voit bien les personnes. Donc, mais faites-vous-en pas si vous avez envie de poser une question et qu'on vous voit. J'active webcam et micro et vous pouvez vous poser votre question et par la suite, on l'éteint pour éviter les bruits de fond. Si jamais vous n'avez pas l'équipement nécessaire, vous pouvez toujours poser votre question dans le petit carré conversation en bas à droite. Vous pouvez écrire votre question et puis moi je les lis, Anne-Louise va les lire aussi, puis on va pouvoir les poser pour vous aux bonnes personnes. Ensuite, bon, clavardage, je vous l'ai dit. Ah oui, je dois vous repréciser, vous l'avez vu dans les courriels, qu'on enregistre le webinaire présentement pour pouvoir le déposer sur notre site web éventuellement, puis pour que les gens qui ne pouvaient pas y participer aujourd'hui puissent l'écouter en différé. Je vous invite aussi à le présenter à des collègues, des gens de votre milieu. Les gens peuvent aller l'écouter sur notre chaîne YouTube, sur notre site d'ici quelques jours, quelques semaines. Mais je vous invite aussi peut-être à organiser des animations. On a vu des gens des fois dans les établissements se mettre ensemble et dire, bon, si on écoutait le webinaire en équipe. Donc, c'est quelque chose qui est possible aussi. Je sais qu'il y en a des établissements présentement qui sont mis à plusieurs dans une salle de visioconférence puis qui vont participer en équipe. Il n'y a rien qui vous empêche d'en faire l'écoute un peu plus tard en équipe aussi.
Bon, donc sur ce, le format aujourd'hui, Anne-Louise Fournier va animer. Nos deux panélistes vont faire un exposé d'environ 45 minutes au total. Vous avez la présentation PowerPoint qui va dérouler dans le bas, puis elle va être accessible pour vous par la suite sur notre site aussi, pour vous permettre de suivre, et il y a des références à la fin. Donc, une présentation de Mme Fournier, un exposé de Mesdames Quirion et Filion, et puis par la suite, on va pouvoir ouvrir la période de questions avec vous. Si vous avez des questions entre-temps, là, on commence l'atelier en tant que tel, mais vous pouvez toujours les écrire dans la partie conversation que je vais suivre. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je laisse la parole à Mme Fournier. Alors, bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, on aborde un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de questions. En tout cas, si on regarde toutes celles qu'on a reçues. On sait d'une part qu'il y a plusieurs programmes, tant au niveau collégial qu'universitaire, qui incluent des stages dans leur cursus. Et on sait aussi que depuis quelques années, le nombre d'étudiants en situation de handicap est de plus en plus élevé au niveau postsecondaire. Alors, c'est pas surprenant qu'on aborde aujourd'hui la question des stages. Alors, pour commencer le plan de la présentation, le menu d'aujourd'hui, je vais d'abord vous faire une légère mise en contexte pour préciser qui sont les étudiants en situation de handicap, suivi par l'encadrement législatif qui les concerne et vous donner une brève définition des mandats des services adaptés dans les collèges et les universités. Comme l'a dit Patricia tout à l'heure, on commence par la présentation, alors ça va durer environ une trentaine de minutes pour nos deux panélistes. Et je vais vous inviter déjà à noter au fur et à mesure vos questions pour qu'on puisse les prendre par la suite. Les panélistes ont jugé bon de vous faire un peu une mise en contexte pour pouvoir situer le sujet et vous aider à avoir des questions qui seront plus faciles à répondre de cette façon-là. Pour élaborer l'exposé, elles ont pris en compte les différentes questions, les enjeux, les préoccupations que plusieurs d'entre vous avez soulevées lors de votre inscription. Et on a tenté de présenter des pistes d'action qui vont mettre en relief une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. Alors tout d'abord, qui sont les étudiants en situation de handicap? Pour ceux qui sont moins familiers avec ce concept, on va au niveau légal définir comme une personne handicapée toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement des activités de la vie courante. Donc, il y a comme 5 critères: déficience, incapacité, significatif et persistant et présence d'obstacles. Ce groupe d'étudiants est subdivisé en plusieurs groupes, donc on fait référence à des étudiants qui ont une déficience auditive ou surdité, déficience visuelle ou cécité, problématiques en lien avec la motricité ou avec la mobilité, des problèmes de santé chronique, des troubles de santé mentaux, des traumatismes crâniens, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a aussi les troubles d'apprentissage et toute la gamme des étudiants qui sont dans le trouble du spectre de l'autisme. Alors, ils sont nombreux, mais dans le groupe dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment les étudiants qui ont une problématique permanente. Alors, pas les problèmes temporaires. Ce qui ne veut pas dire que les étudiants qui ont des problèmes temporaires ne méritent pas d'avoir de l'aide, mais ils ne vont pas la recevoir sous l'appellation étudiants en situation de handicap. On nous demande parfois, est-ce qu'on est vraiment obligé de donner des mesures d'accommodement au niveau postsecondaire? Ben, la réponse est sans équivoque oui. On sait que tout établissement scolaire, incluant les établissements postsecondaires, ont l'obligation d'offrir des mesures d'accommodement aux étudiants en situation de handicap. Et pour le sujet d'aujourd'hui, par extension, ça inclut les milieux de stage qui aussi doivent collaborer dans l'établissement des mesures qui pourront être nécessaires. Cet encadrement se fait dans un encadrement législatif qui repose sur plusieurs lois, comme par exemple la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. On a aussi la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, la Charte des droits et libertés du Québec, plus précisément l'article 10 qui porte particulièrement sur le droit à l'égalité et à la non-discrimination de plusieurs groupes de personnes, dont les personnes handicapées. Et au niveau gouvernemental, on a la politique du gouvernement du Québec
qui est incluse dans le rapport à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité. Ensuite de ça, on a aussi la question fréquente qui nous est posée par le personnel enseignant ou les responsables de stage. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit dévoiler la situation de handicap de l'étudiant quand on la connaît avant qu'il entre en stage? Alors ça, c'est important de savoir que le droit à la confidentialité est encadré par la loi, ce qui signifie qu'un conseiller ne peut pas dévoiler, ou un professeur ou un responsable de stage ne peut pas dévoiler toute information qui n'est pas divulguée par l'étudiant lui-même sans avoir au préalable obtenu son consentement éclairé par écrit. Alors ça, c'est très clair, excepté si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Et là, ici, on nous invite à la prudence parce que la notion de danger ne doit pas seulement être une inquiétude ou une impression ou un préjugé. Il faut vraiment y aller dans les faits, dans la réalité. Et si on perçoit des risques, les aborder d'abord avec l'étudiant afin de voir si on peut mettre en place des moyens qui vont contrer le danger en question. Alors, mais ça, les panélistes vont nous donner des repères supplémentaires à ce sujet tout à l'heure. L'encadrement législatif nous offre aussi des documents, entre autres, il serait intéressant de mentionner le contentieux de la Fédération des cégeps qui a émis plusieurs avis juridiques, dont plusieurs traitent spécifiquement des stages. Ça, c'est pas quelque chose qui est public et qui peut être consulté par tous, mais si vous avez des questions et si vous désirez y avoir accès, ce sont vos représentants dans les 2 centres collégiaux de soutien à l'intégration, dont Isabelle Alès et une autre personne dans l'Ouest, Martin Prévost. Donc, il y a 2 personnes qui peuvent vous aider si besoin. Et l'autre document qui est public, c'est le rapport qu'a rédigé la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui s'intitule « L'accommodement des étudiants en situation de handicap » dans les établissements d'enseignement collégial et c'est tout aussi applicable en milieu universitaire. Alors, les liens, ça, sont à la fin. Vous pourrez y avoir accès si vous le souhaitez. Et finalement, simplement vous dire que l'obligation d'accommodement vient avec l'obligation dans les établissements postsecondaires d'avoir des services de soutien aux étudiants en situation de handicap. Donc, chaque établissement postsecondaire en a un et son mandat est vraiment de contribuer à la mise en place de mesures adaptées. Donc, de collaborer en étroite collaboration avec le personnel enseignant, les services contribuent à la mise en place des mesures adaptées permettant de réduire l'effet des obstacles sur l'apprentissage des étudiants en situation de handicap, tout en assurant l'atteinte des objectifs de formation et la finalité des programmes d'études. Donc, ils doivent atteindre les mêmes compétences, les mêmes connaissances, mais on pourra avoir des façons de faire pour les aider, des mesures d'accommodement. Et ça m'amène à vous présenter nos 2 panélistes qui sont avec nous. Donc, il y a d'abord Isabelle Schirion, qui est conseillère en services adaptés pour les collèges de l'Est du Québec. Elle a étudié en technique d'éducation spécialisée, puis en psychoéducation à l'Université de l'Outaouais. Isabelle détient une expérience variée en intervention auprès des personnes vivant avec différentes situations de handicap dans différents milieux scolaires, ainsi que dans le domaine de la santé. Elle a également enseigné au collégial en technique d'éducation spécialisée ainsi qu'aux communautés autochtones. Puis, il y a aussi Mme Ruth Fusion qui est avec nous, qui est professeure en adaptation scolaire au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. Elle est aussi membre de la chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et en inclusion. Mme Quirion compte sur sa vaste expérience de moins une vingtaine d'années en intervention directe auprès des étudiants universitaires pour guider ses travaux sur la persévérance scolaire, la différenciation pédagogique et l'avancée de l'inclusion des étudiants en situation de handicap en contexte postsecondaire. Alors, pour commencer, je passe la parole à Mme Filion qui va commencer la présentation. Et je laisse la parole, Ruth. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci Anne-Louise. Tel qu'annoncé au début de l'exposé, Anne-Louise, Isabelle et moi-même avons examiné les préoccupations que vous nous avez partagées. Alors, il semble que les préoccupations sont de 2 ordres.
Le premier ordre de préoccupation regroupe des questionnements relatifs à l'atteinte des exigences liées au stage. Vous avez notamment soulevé des questions sur les mesures d'accommodement et d'accompagnement disponibles en contexte de stage. D'autres préoccupations portaient sur l'accompagnement du milieu de stage, soulevant notamment des enjeux de confidentialité, comme ça a déjà été mentionné, et le risque de brûler des milieux de stage lorsqu'un étudiant pose des défis importants, lorsque sa situation fait en sorte que le milieu de stage doit mettre beaucoup d'énergie. Vous avez aussi soulevé des questions sur l'accompagnement de l'étudiant, des questions teintées d'un souci éthique et moral, à savoir, peut-on ou doit-on leur éviter l'échec à ces étudiants. Le deuxième ordre de préoccupation regroupe des questionnements relatifs aux défis posés par l'arrimage entre la situation de handicap et la profession choisie par l'étudiant. À cet égard, une des préoccupations est à l'effet qu'un étudiant pourrait poser des gestes répréhensibles qui pourraient, par exemple, poser atteinte à sa propre sécurité ou à la sécurité d'autrui. D'autres préoccupations soulèvent que certains étudiants ne seront probablement pas engagés, ne retrouveront pas leur place sur le marché du travail. Dans ce même ordre d'idée, on se demande si on ne leurre pas les étudiants en leur offrant des accommodements en contexte de formation. Est-ce qu'ils auront accès à ces mêmes accommodements sur le marché du travail? Alors, pour tenter de répondre à ces préoccupations, Isabelle et moi-même proposons un modèle basé sur l'idée de collaboration entre les différents acteurs. Il s'agit d'un modèle que nous avons déjà expérimenté, souvent à petite échelle dans nos milieux respectifs. Donc, c'est pas la grandeur des établissements, c'est pas non plus installé nécessairement dans un même programme. Ça peut paraître un idéal, mais c'est clair que pour le moment, cette collaboration, elle existe, elle est possible, mais elle est à géométrie variable et dépend encore de chacun des acteurs. Par ailleurs, on va quand même soutenir notre exposé par des exemples réels qu'on a vécus, en mettant l'accent sur l'idée de responsabilité partagée entre tous les acteurs. Vous voyez à l'écran que quand on parle des acteurs, on parle d'abord de ceux qui font la loi, qui proposent un encadrement législatif. On parle des gestionnaires qui doivent répondre à cet encadrement législatif en mettant en place dans les milieux des ressources, que ce soit des ressources physiques et des ressources en termes de personnel. Et ensuite, on a on a comme principaux acteurs le personnel enseignant, les conseillers des services adaptés, les étudiants eux-mêmes, les milieux de stage et évidemment d'autres professionnels qui sont dans les établissements ou à l'extérieur des établissements, comme les psychologues, les conseillers en orientation, etc. Donc, je vois qu'à l'écran, il manque deux, je ne sais pas pourquoi, il y a deux parties d'engrenage qui manquent. Peut-être, en tous les cas, elles sont très importantes, ces deux parties d'engrenage, je vais vous les nommer. C'est le personnel enseignant, les étudiants, les conseillers des services adaptés et les milieux de stage. Et l'accent va être mis aujourd'hui sur ces quatre acteurs-là. Je les répète, les personnels enseignants, les étudiants, les conseillers des services adaptés et les milieux de stage. Je commence par les personnels enseignants qui doivent, comme tous les autres acteurs, mettre des modalités ou voir mettre en place une collaboration en amont, pendant et après le stage. Donc, ce qui ressort clairement, c'est qu'en amont, dans chacun des programmes professionnalisants, on doit pouvoir préciser les compétences à développer en contexte de stage. Donc, distinguer les compétences transversales des compétences disciplinaires. Donc, le savoir écrire en formation à l'enseignement correspond à une compétence disciplinaire, alors que dans d'autres domaines, ça correspond à une compétence transversale sans pour autant enlever la valeur à cette compétence. Ce qui semble extrêmement important aussi, et qui se fait encore une fois à géométrie variable, d'avoir des grilles d'évaluation ou des référentiels de compétences ayant des indicateurs précis pour chacune des composantes. Donc, ça ne suffit pas que d'avoir
un référentiel de compétences ou une grille d'évaluation, mais il faut que les composantes soient précisées par des indicateurs et on vous donne un exemple. Ici, j'ai pris, certaines personnes le reconnaîtront, la compétence 2 du référentiel du baccalauréat à l'enseignement, qui est un référentiel de 12 compétences que toutes les universités utilisent dans la formation à l'enseignement de leurs étudiants. Et j'attire votre attention, par exemple, sur l'indicateur « Corrige les erreurs c'est très petit, corrige les erreurs commises par les élèves dans les communications orales et écrites. » Donc, on voit bien qu'un étudiant qui, dès le début de sa formation, prend connaissance de ce référentiel, sait à quoi il devra répondre en contexte de cours et en contexte de stage, notamment en contexte de cours quand ces référentiels sont présentés déjà dans les plans de cours dès le premier trimestre. C'est ce que nous proposons aussi. Je donne un autre exemple qui est tiré cette fois-ci c'est une grille d'accompagnement des étudiants portant sur les comportements professionnels. Ça a été élaboré par l'équipe des enseignants du département de technique d'éducation spécialisée du Cégep de l'Outaouais. Et on l'a mise dans le diaporama juste pour démontrer, par exemple, si vous regardez la composante responsabilisation, on voit bien que les indicateurs 15, 16, 17 et 18, comme exemple, sont des indicateurs observables et mesurables. Donc, quand on dit avertir le milieu de stage de sa superviseure si elle doit s'absenter, ça se mesure. Donc, plus que nos indicateurs sont mesurables, plus on donne des pistes à l'étudiant à l'égard de qu'est-ce qu'il devra faire, qu'est-ce sur quoi il sera évalué, et évidemment, on accompagne le milieu de stage à savoir ce sur quoi portera l'évaluation. Toujours en amont, on propose, puis ça se fait, mais pas encore suffisamment, de déterminer l'utilisation des technologies d'apprentissage selon les objectifs de stage. Elles sont au service de quelles compétences et dans quel contexte. Vous avez deux exemples à l'écran. Donc, la formation à l'enseignement que je connais le mieux. C'est clair que la maîtrise de l'écrit, c'est une compétence disciplinaire. Parce que les interventions en stage exigent la maîtrise spontanée d'orthographe visuelle et grammaticale sans accès à des technologies de l'apprentissage. En contrepartie, dans une formation comme en sciences de santé, puis ici on parle de la physiothérapie, la maîtrise de l'écrit, c'est une compétence transversale, donc l'utilisation de logiciels d'aide à la rédaction est encouragée pour effectuer les notes de suivi. C'est d'ailleurs les logiciels d'aide à la rédaction ont d'abord été créés pour le système médical, pour le personnel, nos médecins qui devaient dicter leurs notes. En amont toujours, en contexte de cours ou de laboratoire, ce qui est invité, ce qu'on peut faire et que certains professeurs font, c'est qu'on repère les étudiants qui sont à risque de présenter des difficultés en contexte de stage. Par une approche bienveillante, on les amène, on nomme nos préoccupations, puis on les invite à chercher de l'appui au service adapté ou auprès d'autres personnes pour se préparer en stage. On peut penser, par exemple, au développement de compétences dans l'utilisation des outils technologiques, mais ça peut être aussi pour apprendre à gérer son temps, à s'organiser, etc. Et ce qui commence à être mis en place dans certains établissements, c'est de définir des mécanismes d'identification des étudiants à risque d'échec dans des cours cibles orientés sur la pratique à partir de critères d'accès au stage. On sait que, par exemple, au Cégep de l'Outaouais, il y a un cours qui s'appelle « Professeur d'éducatrice en technique d'éducation à l'enfance » qui prépare justement les étudiants au stage. Et il y a d'autres endroits où il y a des laboratoires qui sont ciblés. On peut penser à des laboratoires de formation clinique en psychoéducation ou en travail social qui commencent tout juste à définir ces mécanismes-là. Mais évidemment, à partir du moment où on définit des mécanismes de critères d'accès au stage, ça veut dire qu'on offre aussi des modalités d'accompagnement aux étudiants qui ne répondent pas aux critères d'accès au stage. Évidemment, ici, on ne parle pas que des étudiants en situation de handicap, ce sont pour tous les étudiants. Alors,
Maintenant, en contexte de stage, qu'est-ce qui peut être fait? Là, je parle de superviseurs, de responsables, ça peut être des précepteurs, là, les noms varient selon les départements, selon les établissements. Alors, avant, en collaboration avec l'étudiant, il est clair que le superviseur va être amené à identifier les obstacles ou défis pouvant survenir en contexte de stage, va proposer à l'étudiant d'examiner les actions qu'il compte mettre de l'avant pour les surmonter, peut proposer un accompagnement adapté aux besoins de l'étudiant, ne serait-ce que, par exemple, d'offrir une plus grande fréquence des rétroactions, puis, surtout, de manière très importante, accompagner l'étudiant à préciser ses besoins personnels du milieu qu'il accueille. Par exemple, dans la formation à l'enseignement, ce serait l'enseignante associée qui devrait être mise au courant des besoins de l'étudiant. Pendant le stage, évidemment, le superviseur propose une révision du plan d'action, des réajustements selon les avancées et les défis présentés par l'étudiant. Au besoin, on peut consulter les services adaptés pour du soutien. On sait que ça se fait beaucoup plus dans les collèges à l'heure actuelle. Ça peut se faire aussi en contexte universitaire. Et après le stage, dans la mesure où l'étudiant n'a pas terminé sa formation pratique, c'est clair que le superviseur et peut-être même les personnes dans le milieu de stage sont invités à identifier avec l'étudiant ses forces et ses faiblesses, puis à y mesurer l'impact pour la suite de sa formation. Dans les situations où il y aurait eu échec, là, ça peut être important, évidemment, d'examiner des alternatives, une réorientation, comme par exemple terminer un baccalauréat SR en éducation, et qui peut amener l'étudiant à poursuivre même à la maîtrise par la suite. Et, dans d'autres cas, l'inviter à aller rencontrer un professionnel, que ce soit un conseiller en orientation ou des conseillers des services adaptés. Alors, je laisse maintenant la place à Isabelle. Merci Ruth. Alors, bonjour à tous. D'abord, simplement vous dire qu'on remarque à l'écran, là, pour certains qui ne voyaient peut-être pas effectivement tous les engrenages, là, il y a comme un problème au niveau de l'affichage lorsque c'est pas à plein écran. C'est ce que Patricia Lapointe du Capresse m'indiquait. Mais elle me rappelle qu'effectivement, comme la présentation va être disponible en ligne après et que le tout est enregistré par vidéo, vous pourrez naturellement y retourner là, au besoin. Mais comme Ruth le mentionnait si bien, il y a des engrenages essentiels qui manquent là, présentement pour ceux qui ont le même problème visuel que nous, présentement, au niveau de l'affichage. Alors, personnel enseignant, conseiller des services adaptés et étudiants. Et là, moi, naturellement, je peux pas passer sous silence le rôle important et majeur que les conseillers de services adaptés jouent, autant auprès de l'étudiant qu'auprès de l'enseignant. L'enseignant, oui, au titre, le rôle qu'ils ont à jouer en tant que soutien, mais aussi en travail d'équipe avec l'enseignant qui nous donne finalement beaucoup d'informations pour pouvoir bien évaluer les mesures d'accommodement en lien avec le programme, donc la finalité du programme comme tel. Alors, le rôle des conseillers des services adaptés, naturellement, d'abord et avant tout, ça va être d'évaluer les besoins de l'étudiant, toujours en partant naturellement des évaluations, diagnostics émis par les professionnels reconnus finalement, et de regarder avec l'étudiant ses compétences, mais aussi ses antécédents scolaires. Comment ça s'est passé au primaire, au secondaire, au collégial, s'il est rendu effectivement à l'université, les autres sessions précédentes, comment ça s'est passé. Donc, on veut aller explorer tous ces éléments-là. Et on va naturellement devoir également évaluer la situation en fonction de la réalité post-secondaire. Et là, je peux vous donner un exemple. Par exemple, si on a un étudiant qui a un trouble du spectre autistique et qui aurait comme recommandation de la part d'un professionnel de ne pas travailler en équipe comme mesure, mais on s'entend que si l'étudiant étudie dans un programme comme par exemple technique d'éducation spécialisée, on voit déjà qu'il va avoir on va avoir de la difficulté à mettre en place cette mesure-là parce qu'effectivement, ça ne va pas en lien avec le programme et ce qu'on cherche à évaluer. Donc, il y a toujours ce côté-là. Et là, on va devoir regarder avec l'étudiant d'autres formes d'accompagnement, d'autres formes d'accommodement pour pouvoir répondre à son besoin, mais tout en respectant la finalité du programme. Et ça, c'est essentiel. Ce qui fait en sorte qu'il n'est pas rare pour les conseillers des services adaptés de devoir demander de l'information aux professeurs sur la formation, sur les stages, avoir accès aux grilles de stage, les critères précis et tout, pour pouvoir avec eux, finalement, bien identifier le contexte dans lequel l'étudiant va devoir performer, finalement, puis être évalué.
Et là, on se doit de choisir des accommodements qui vont répondre aux besoins, mais qui vont respecter également la finalité des programmes. Naturellement, le rôle du conseiller est également d'insister à ce que les étudiants communiquent avec leur superviseur ou enseignant là, responsable au niveau des stages pour pouvoir mettre en place les mesures d'accommodement là, parce qu'ils sont quand même les premiers là, à jouer ce rôle-là avec l'étudiant. Rôle également des conseillers des services adaptés en début de formation ou avant un stage, mais c'est sûr que ça va être d'identifier les obstacles, surtout lorsqu'effectivement le conseiller a eu la chance de connaître et d'avoir en sa possession toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le programme, la formation, le stage, les objectifs, qu'est-ce qui va être atteint. Et déjà, on peut regarder avec l'étudiant, mais c'est quoi les obstacles qui vont être vécus et se mettre en mode solution. Donc, être proactif et essayer de trouver des façons de faire. Des fois, il faut être très créatif pour trouver des nouvelles façons de faire, des moyens d'accommodement, des mesures d'accommodement et d'accompagnement adéquates. Également, des fois, il faut aller chercher des ressources extérieures, aller chercher même l'expertise, peut-être par exemple d'un ergothérapeute, etc., etc. Des fois, effectivement, ça arrive que dans un contexte donné, avoir une mesure d'accommodement, c'est plus difficile. Et là, on va devoir démontrer, faire des démarches pour démontrer que là, on a un obstacle finalement où l'accommodement est peut-être peu possible. Mais là, il va falloir regarder tout ce processus-là. Mais là, on parle de démarches que le conseiller doit faire avec l'étudiant. Donc, naturellement, l'autre aspect très important, c'est qu'on a, oui, des obligations légales, on en a parlé, mais on a aussi des obligations, je dirais, de l'ordre du moral, d'accompagner l'étudiant en situation de handicap au même titre que n'importe quel étudiant au collège ou à l'université pour certains, que parfois le choix du programme peut-être met de l'avant plus les difficultés de l'étudiant que ses forces. Et là, c'est toute une réflexion finalement que le conseiller peut amorcer avec l'étudiant, vraiment avec une approche bienveillante, de dire, ben effectivement, on regarde tout ça, vois-tu, il y a beaucoup d'obstacles. Est-ce que tu crois que ce programme-là met de l'avant tes forces ou plus tes difficultés? Es-tu prêt à vivre avec ça? Est-ce que tu vois tous les accommodements qui vont être nécessaires, etc., etc. Et c'est à l'étudiant de choisir. Mais je tiens à spécifier ici qu'on fait déjà cette démarche-là pour l'ensemble de nos étudiants. C'est pas spécifique aux étudiants en situation de handicap. C'est une démarche qui devrait être faite finalement avec l'ensemble des étudiants. Et ce qui amène des fois à devoir référer à des conseillers d'orientation ou autres professionnels. Rôle des conseillers des services adaptés également en ce qui concerne toute la question de la réflexion, de la divulgation ou non de la situation de handicap en stage. Anne-Louise en a parlé tout à l'heure en ce qui concerne l'encadrement législatif qu'on a par rapport à la confidentialité. Et c'est une préoccupation très importante que plusieurs d'entre vous nous avez nommée là, lors de votre inscription. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la décision finale, finalement, revient à l'étudiant. À part exception, et là, la loi définit vraiment exception, que c'est à l'étudiant, finalement, de décider si, oui ou non, il va vouloir divulguer sa situation. Par contre, le conseiller accompagne dans la réflexion. Ça va être quoi les enjeux si je le dis, si je le dis pas? C'est quoi les pour, les contre? Ça va être quoi les impacts pour moi dans l'immédiat à long terme? Et c'est dans ce contexte-là, que là, l'étudiant pourrait décider de dire oui, je partage ma situation de handicap parce que, et là on voit bien à l'écran, parce que ça permet entre autres au milieu de comprendre les défis rencontrés par l'étudiant. Il pourrait décider de divulguer parce que, entre autres, lorsque les mesures d'accommodement et d'accompagnement sont nécessaires, puis que le milieu est disposé à les mettre en place, mais là, ça vaudrait la peine d'en parler. Et naturellement, autant que possible avant le début des stages, pour qu'on ait la chance de mettre en place les accommodements et les mesures d'accompagnement qui sont essentielles. C'est sûr que ça pourrait se faire pendant le stage, mais lorsqu'on parle d'en amont, c'est avant le stage qui est préférable, autant pour l'étudiant que pour le milieu de stage, que pour le professeur qui a à être impliqué dans tout ça. Naturellement, et là encore une fois, l'autre acteur principal de toute cette situation-là, qui est un gros engrenage finalement, c'est l'étudiant. Donc, l'étudiant a un rôle à jouer et tous les avis juridiques nous le mentionnent, à quel point l'étudiant se doit de collaborer à l'entièreté du processus de mise en place d'accommodement, et ça, c'est autant dans les stages. Donc, dès le début de leurs études, les étudiants ont finalement la responsabilité de venir s'inscrire et de venir s'identifier au service adapté pour obtenir les mesures d'accommodement auxquelles ils ont droit. Donc, ils se doivent de collaborer et ça veut dire aussi donner toute l'information nécessaire que les conseillers ont besoin pour pouvoir mettre en place les mesures.
Cependant, ça veut dire qu'on prend pour acquis que l'étudiant connaît bien sa situation de handicap, connaît bien sa limitation, ses besoins. Et dans les faits réels, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'étudiants obtiennent un diagnostic, mais ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, comment ça se manifeste exactement pour eux. Si on prend juste un étudiant qui aurait un trouble déficitaire de l'attention, les difficultés au plan de l'attention, de la concentration sont très variées, très différentes d'un étudiant à l'autre, et l'étudiant se doit de connaître bel et bien ses besoins pour être capable finalement d'identifier le tout avec le conseiller, ce qui fait que c'est un processus qui doit se faire sur souvent plusieurs rencontres, où des fois on doit discuter avec l'étudiant, on évalue les besoins et au fur et à mesure, on doit réévaluer la situation avec l'étudiant. Naturellement, avant le stage, le rôle de l'étudiant, se doit de divulguer les informations nécessaires aux bonnes personnes, par exemple le personnel enseignant, pour pouvoir mettre en place certaines mesures d'accommodement. Il y a comme un bout qui est nécessaire là, dans certains contextes. Rôle des étudiants, donc les étudiants ont effectivement des droits, mais ils ont aussi des responsabilités. Donc, responsabilité de s'inscrire au service adapté, oui. Mais ils ont également le droit de ne pas s'inscrire au service adapté et on doit respecter ça. Responsabilité de se prévaloir de l'accompagnement offert, mais ils peuvent décider de ne pas se prévaloir de cet accompagnement-là pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, peut-être par peur de discrimination, etc., etc. Responsabilité de divulguer sa condition à son milieu de stage lorsque c'est nécessaire, mais ils ont également le droit de ne pas divulguer leur condition. Alors, ils ont des responsabilités et ils ont des droits, les deux vont ensemble. Et il faut se rappeler que tout ça, lorsqu'on met en place des mesures d'accommodement pour les étudiants, l'étudiant peut aussi faire face à un échec au même titre qu'un autre étudiant. Les mesures d'accommodement, les mesures d'accompagnement sont mises en place pour effectivement pallier la limitation, mais pas pour nécessairement garantir la réussite à tout prix. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pallier la limitation et ensuite l'étudiant se doit finalement de faire son travail d'étudiant au même titre qu'un autre étudiant. Sur ça, je relaisse la parole à Ruth pour les milieux de stage qui sont tout aussi importants. Alors, tout ce travail orchestré en amont, pendant et après les stages, avec essentiellement en amont, avant les stages, avec ces différents acteurs, a pour évidemment but d'accompagner davantage et de manière plus optimale les milieux de stage. On va vous présenter, Isabelle et moi, 4 exemples tirés de notre pratique où cette collaboration orchestrée a été mise en place et vous allez voir qu'est-ce que ça a donné. Alors, le premier cas, c'est une étudiante qui est inscrite en physiothérapie. Elle a un déficit d'attention sévère jumelé à un état dépressif qui a fait en sorte que pendant une certaine période, elle n'a pas eu accès à des contenus de cours qu'elle aurait dû avoir accès. L'accompagnatrice en milieu de stage soulève un besoin de mise à niveau, un problème d'organisation et de planification, et elle va communiquer avec la professeure responsable des stages. Évidemment, l'étudiante est au courant de cette préoccupation-là. Et la professeure responsable des stages va, elle aussi, communiquer avec la conseillère du service adapté de son établissement. Et ce qui va être décidé en collaboration avec l'étudiant, c'est de suspendre temporairement son stage pour effectuer une mise à niveau. Donc, sur le plan des contenus théoriques, on va lui offrir du tutorat spécialisé durant 1 mois, tutorat payé par la bourse des étudiants en situation de handicap. Et ensuite, il va y avoir poursuite du stage avec un plan d'action orienté sur l'organisation et la planification. Donc, l'étudiante va s'être développée, en étant accompagnée à le faire, un procédurier à remplir pour chacun des patients en amont de la rencontre. Et au final, tout ce que cette collaboration-là va avoir permis à l'étudiante de réussir son stage et aujourd'hui travailler comme physiothérapeute et être reconnue par ses pairs. Le deuxième cas de figure, c'est une étudiante en formation à l'enseignement ayant une dysorthographie sévère. Je mets vraiment l'accent sur la dysorthographie sévère parce qu'on sait que l'expression des symptômes varie beaucoup d'un étudiant à l'autre. Dans son cas, c'était manifeste. Alors, elle fait un premier stage qui est un stage d'observation.
elle réussit son stage, mais il reste que l'enseignante associée, en contexte de stage, et la superviseure ont des préoccupations quant à la réussite de l'étudiante dans les stages à venir. Donc, elle discute avec l'étudiante les défis qu'elle risque de rencontrer en stage 2, notamment au plan de la maîtrise de la langue écrite, toujours en utilisant le référentiel de compétences avec des indicateurs, comme je mentionnais tantôt, très précis. L'étudiante, malgré les préoccupations, décide, elle fait un choix éclairé de poursuivre, de tenter sa chance au stage 2, puis, bon, elle va l'échouer et abandonner le programme de formation à l'enseignement, mais il y aura eu collaboration orchestrée autour d'elle pour l'amener à examiner la situation, puis évidemment prendre la décision finale qui, dans son cas, semblait s'imposer. Alors, je laisse maintenant Isabelle présenter les deux autres exemples. Alors, un autre exemple qui est plus dans le cadre, je dirais, collégial, mais vous allez voir que tout s'applique. Alors, on avait un étudiant en soins infirmiers dans un collège qui avait un déficit d'attention sévère. Les professeurs du département, ils s'inquiétaient parce que l'étudiant utilisait en classe, finalement, certaines mesures d'accommodement qu'ils voyaient peu applicables, finalement, dans le contexte de stage. Par exemple, le temps supplémentaire, la possibilité d'utiliser un correcteur comme antidote. Il y avait également d'autres mesures comme le local adapté, de faire les examens dans un local adapté. Il nous disait, sur le marché du travail, ça sera peu possible. Donner du temps supplémentaire au niveau des stages, ça sera pas possible. Antidote, c'est pas tous les postes de travail qui permettent ça. Et on est encore beaucoup à la main, ça va être très, très difficile. Local adapté, il y a pas de locaux de disponibles dans le quotidien nécessairement pour pouvoir permettre à l'étudiant d'être dans sa bulle pour pouvoir faire ces choses. Donc, ils avaient ces préoccupations-là. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a eu un plan d'action avec les services adaptés, les enseignants, l'étudiant, où on a effectivement, les enseignants ont partagé les inquiétudes à l'étudiant. Et ce qui a été intéressant, c'est que la démarche s'est faite très tôt dans le processus, ce qui a permis finalement aux services adaptés de regarder avec l'étudiant et les enseignants, mais surtout avec l'éducatrice spécialisée particulièrement, des stratégies et des astuces pour venir pallier aux difficultés, mais dans un contexte de stage. Donc, je vous donne par exemple des stratégies d'organisation, de planification, mais dans un contexte très précis au niveau de son stage à lui en soins infirmiers. Des petites astuces, comme par exemple, l'étudiant faisait des oublis courants en laboratoire d'un patient à l'autre, l'importance de bien se laver les mains et d'avoir les produits nettoyants adaptés avant de toucher à un autre patient. Et problématique, c'était surtout qu'il s'en rendait compte, il disait, oups, il faut que je retourne en arrière, il faut que j'aille chercher le produit nécessaire. Et là, il perdait un temps fou entre les patients et tout, c'était problématique. Alors, astuce très simple, avec l'éducatrice spécialisée, se sont dit, on garde plein de tampons d'alcool dans les poches du sarrau de l'étudiant, et voilà, problème résolu. Et les professeurs diront, ce serait une bonne astuce à donner à beaucoup de nos autres étudiants également. Donc, des petites astuces, des façons de faire, finalement, qui ont été mises en place avant le stage. Finalement, au final, qu'est-ce qui s'est passé? 6 stages qui sont réussis avec brio et selon les profs, c'était l'un de leurs meilleurs étudiants. C'était plusieurs profs même m'avaient revu dans un autre contexte en me disant demain matin, je travaillerai avec cet étudiant-là sur le plancher. Alors, on voit que pour lui, ça a été une très belle réussite. Une autre situation, alors on avait une étudiante en inhalothérapie qui avait un trouble anxieux généralisé et sans se baser sur la situation comme telle de handicap, mais basée sur des observations mesurables mesurables, observables, les enseignants avaient récolté de l'information en laboratoire et où ils s'inquiétaient vraiment de la réussite de l'étudiante dans ses stages. Et comme l'étudiante avait des difficultés à ne pas interpréter l'information qu'on lui donnait, les enseignants nécessitaient et demandaient finalement l'accompagnement des services adaptés pour donner l'information à l'étudiante, partager leurs inquiétudes. Ils avaient vraiment demandé l'assistance aux services adaptés de les accompagner pour justement qu'il y ait une bonne compréhension de la situation. Et oui, l'étudiante, avec des mesures d'accommodement en stage 1, a finalement passé son stage, mais avec grande difficulté. Stage 2, on rencontre encore une fois l'étudiante pour partager les inquiétudes puis trouver des moyens pour le stage 2. Et le plan d'action qui est élaboré à ce moment-là, c'est bon, on va mettre
plus d'exercices en laboratoire, mais avec l'éducatrice spécialisée et une étudiante de sa cohorte qui était forte, là, donc on pourrait essayer de pratiquer. Un suivi avec un professionnel de la santé pour ajuster sa médication, parce qu'elle prenait une médication pour son trouble anxieux, mais là, probablement qu'elle avait besoin d'ajustement et on avait besoin qu'elle rencontre son professionnel. On avait invité également l'étudiante à consulter en psychothérapie parce que le mandat des services adaptés, à un moment donné, s'arrêtait. On avait besoin d'un service à l'extérieur, mais l'étudiante a refusé ce service-là. Et on a naturellement regardé des stratégies pour gérer le stress, être mieux préparé à faire face aux imprévus, qui était une réalité en inhalothérapie en stage qui était très importante. Elle a commencé son stage et malheureusement, elle a été retirée de son stage après quelques semaines parce qu'elle a fait des fautes graves qui auraient pu mettre la vie de patients en danger. Et selon des règles préétablies du collège, l'étudiante a été retirée de son milieu de stage au même titre qu'une autre étudiante finalement de ce collège-là. Alors, vous voyez, deux cas de figure qui sont complètement différents, juste pour vous donner des exemples. Bon, ben ça y est, on est rendu à la partie de la discussion et des questions surtout. Vous avez enfin le droit d'en poser. Je pense que ce que vous venez de nous présenter fait une belle mise en contexte et décrit bien que chacun a un rôle à jouer. Maintenant, je suis certaine que les gens ont des questions à ajouter. Alors, je vous invite à les poser. Je ne sais pas si Patricia vous disait tout à l'heure, vous pouvez soit les poser de vive voix ou nous les envoyer dans le chat. Alors, je vous laisse nous faire signe. Si quelqu'un a une question, vous pouvez y aller. Donc, assurez-vous que ces deux icônes-là sont allumées et vous pouvez parler. Donc, c'est activé pour Nicolas aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui! OK, bonjour. Je suis pas Nicolas, je suis Nissim. En fait, j'ai utilisé le... Ah! Vous êtes de quel endroit? De l'Université de Montréal, bureau de soutien. Parfait. Étudiants en situation de handicap. Bonjour. Bonjour, vous pouvez poser votre question. Oui. OK. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que concernant les stages, on reçoit les étudiants souvent après qu'ils sont en période d'échec ou en exclusion. Nous sommes là pour confronter une situation après le fait. Et souvent, on voit pas l'étudiant avant. Alors, je sais pas comment est-ce que vous voyez ça, comment est-ce que vous réglez ça, cette situation chez vous. Et ça, c'est ma question. Isabelle semblait avoir une réponse, mais Ruth aussi. Alors, peut-être Isabelle d'abord. Alors, il y a plusieurs petites choses qu'on sait qui se font, là, nous, dans les collèges, qui peuvent aider. Une pratique dans certains collèges qui est intéressante, c'est les tournées de département lorsque c'est possible. Donc, d'aller dans les départements pour exposer la situation aux enseignants, que on est définitivement beaucoup plus efficace à travailler en amont, et d'expliquer également les indicateurs qui pourraient déjà semer la puce aux enseignants de ce qui pourrait être nécessiter une référence finalement d'un étudiant en service adapté. Mais des fois, les étudiants qui font déjà partie des services adaptés aussi, de dire, mais là, déjà, je commence à percevoir des choses, j'en ai parlé à l'étudiant, et là, j'en parle au service adapté, ou j'invite l'étudiant à en parler au service adapté, mais c'est une approche intéressante là, que beaucoup de collèges, nous, ont mis en place, de dire, bon, je fais des tournées de département, j'informe, pour que le plus rapidement possible, lorsque des professeurs s'inquiètent pour un étudiant, puissent tout de suite aller sonner l'alarme et qu'on n'attende pas. L'autre petit bout important, c'est toute la sensibilisation qui est à faire lors de la première rencontre d'accueil, je dirais, auprès des étudiants, lorsqu'on les accueille, de dire, écoute, les stages s'en viennent. Déjà, comment tu peux entrevoir ça? Donc, déjà d'amorcer la réflexion et d'informer, de dire, écoute, ça va peut-être, dans un deuxième temps, il va peut-être falloir qu'on se rassoie puis qu'on réévalue un peu comment tu vois ton stage, les obstacles qui pourraient arriver. Alors, on se met déjà en mode proactif. Il existe des outils au CCSI de l'Est, entre autres, qu'on avait développés et sont en ligne dans les références là à la fin qui vont être disponibles là, sur l'adresse du CAPRES là, au CCSI de l'Est. Si vous cliquez, il existe certains outils, dont entre autres une grille de préparation avec l'étudiant pour justement avoir tous ces questionnements-là, cette réflexion-là avec l'étudiant, pour justement éviter là, qu'on se ramasse dans la situation, comme vous le dites, ben c'est maintenant, il y a échec, puis là, on se doit d'agir tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais on essaie d'éviter ce genre de situation-là, puis on réalise que c'est préférable de déjà amorcer cette réflexion-là. Mais des fois, avec l'étudiant, il faut le faire avec un outil concret, simplement parce que lorsqu'on aborde le premier sujet au départ, ben
l'étudiant va nous dire, oh non, il n'y a pas de problème, ça va être correct, bon, etc. Et c'est plus tard que c'est problématique. Ruth, je pense que tu voulais ajouter. Oui, je vais ajouter, d'une part, ben, il faut, par rapport à ce que tu viens de dire, évidemment, mais c'est aussi la responsabilité de l'étudiant d'accepter ou non d'aller chercher l'appui. Ça, on n'en démarre pas. Puis, on peut pas a posteriori, si elle décide de pas aller chercher l'appui, de rectifier le stage, il est trop tard. Mais dans la même lignée de ce qu'Isabelle a mentionné, je pense que le guide à l'intention du personnel enseignant qui explique comment accompagner les étudiants, puis dans quel contexte, ça peut être intéressant d'en avoir un dans toutes les universités. Mais moi, ce que j'ai compris qui était peut-être plus pertinent encore, c'est de mettre dans les plans de cours cadres, dans un même programme, il y a toujours des plans de cours cadres, un énoncé à l'effet que le service existe et d'encourager les étudiants qui présentent des situations de handicap à se prévaloir dans les plus brefs délais de ce service. Donc, dans le programme de la formation à l'enseignement à l'UQO, tous les plans de cours cadres ont le même énoncé et maintenant on le met aussi dans les guides de stage, d'aller se prévaloir de ce service-là. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est évidemment de la responsabilité de l'étudiant de le faire ou de s'en prévaloir ou pas. Merci beaucoup pour votre réponse. Parfait, je vais réessayer avec M. Blais qui avait levé la main en premier. M. Blais, est-ce que vous voulez nous parler? Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, parfait, allez-y. Ah, la webcam ne veut pas marcher, elle, par contre. Mais comme j'ai la tête très dure, j'ai repris. Parfait, merci. Vous êtes de quel endroit? Je suis à Gatineau et je suis orthophoniste en pratique privée. Je voulais vous entretenir seulement de 2 points, 2 réalités. Je trouve le thème très intéressant. J'ai une perspective là d'à peu près. La première fois que j'ai eu un étudiant ou un client de niveau post-secondaire, ça fait à peu près une vingtaine d'années de ça. On en a fait du chemin depuis ce temps-là, hein? Les choses ont changé, ont évolué énormément. Ce que je constate est que une des choses à laquelle on n'a pas trouvé de solution encore comme système, c'est la cassure qu'il y a entre le secondaire et le collégial. Les dossiers d'aide existent de plus en plus. Les plans d'intervention sont faits au primaire, secondaire. Quand l'étudiant gradue du secondaire, je reçois beaucoup en bureau privé ce que j'appelle des demandes un peu vides, dans le sens où le dossier est déjà bien documenté, puis on nous demande de refaire une évaluation pour avoir un diagnostic dans une situation très bien connue, très bien documentée sur les besoins d'aide, parce que l'étudiant continue au niveau collégial. Alors, bon, évidemment, c'est un boulot sur lequel je passe moins de temps qu'une évaluation initiale lorsque on connaît pas la situation, puis on peut définir plus vite. Par contre, cette fluidité-là entre les ordres d'enseignement n'existe pas et c'est malheureux pour les étudiants qui veulent continuer. Ça, c'est le premier point que je voulais mettre en place. Lorsque les étudiants se dirigent vers des programmes où ils auront à faire des stages, ça peut avoir une incidence sur leur cheminement, je pense, parce que cette période de flottement-là où ils doivent redocumenter leur situation, refaire leur dossier d'aide avant de commencer vraiment leurs études, pendant la première session, la deuxième session, des fois, ils le savent même pas qu'ils doivent refaire un diagnostic pour un dossier d'aide, puis ça sûrement, vous avez sûrement à vivre des difficultés par rapport à tout ça. Maintenant, l'autre situation que je voulais soulever, c'est je sais que dans certains collèges, maintenant, il y a des orthophonistes à l'embauche. Moi, de mon point de vue, comme orthophoniste en privé, je suis souvent simplement appelé à aider le service d'aide à faire le diagnostic initial pour faire des recommandations initiales. Alors que dans l'ensemble des problématiques dont on a discuté aujourd'hui, les dimensions communicationnelles, puis le travail que je pourrais faire pour assister comme membre de l'équipe dans l'intégration en milieu de stage, c'est pas utilisé. Je veux juste vous rappeler que dans la définition du champ de l'orthophonie dans le Code des professions, notre profession est définie comme
des spécialistes qui font des évaluations dans le but de mettre en place un plan de traitement orthophonique. Donc, notre première raison d'être, c'est pas le diagnostic. Notre première raison d'être, c'est de faire du travail terrain, d'élaborer en équipe des plans de traitement, des plans d'intervention. Et puis, comme préférence personnelle, j'aimerais beaucoup mieux être appelé pour participer à l'élaboration du plan d'intégration dans le stage que de simplement fournir au milieu d'enseignement postsecondaire un diagnostic qui est nécessaire parce que le système est ce qu'il est, mais qui est pas aussi utile, ou en tout cas, moi, ma contribution comme orthophoniste n'est pas aussi bien maximisée, je pense, dans ce contexte-là. Alors, c'est les deux commentaires que je voulais faire. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Je trouve que vous nous faites état d'une expertise qui est très intéressante. Et chapeau, bravo aux conférencières. Je ne sais pas si je peux me permettre, je peux peut-être vous rassurer que les diagnostics ne sont pas systématiquement redemandés entre le collégial et l'université. Peut-être à une certaine époque, en effet, c'était le cas, mais c'est beaucoup moins le cas qu'avant. Juste pour mentionner ce point-là, les choses évoluent beaucoup là-dessus. Ruth, tu voulais parler, répondre? Ben, en fait, là, je pense que M. Blais parlait plus du secondaire au collégial. Ouais. Dans la transition au secondaire au collégial qu'on vous demande, c'est plans d'action, parce que je pense que la prémisse, puis c'est bien écrit dans le document portant sur l'accompagnement des étudiants et étudiantes en situation de handicap dans les établissements d'enseignement collégial, qu'on ne devrait pas demander une autre évaluation, une autre expertise quand la situation de handicap, elle est connue, elle a déjà été diagnostiquée. Je vais quand même laisser Isabelle se prononcer sur cette question-là. Moi, je suis très heureuse d'entendre par ailleurs, M. Blais, l'idée que que votre expertise devrait effectivement faire partie de l'engrenage des collaborateurs, des différents acteurs. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est clair qu'à l'UQO, on va certainement aller chercher votre expertise, le cas échéant, pour les étudiants qui auraient besoin qui ont un plan de traitement orthophonique. Mais ceci étant dit, je le disais pas parce que je me cherche du travail. Je le sais, mais on avait bien annoncé au point de départ qu'on ciblait 4 acteurs principaux, mais sans mettre pour autant de côté les professionnels extérieurs qui peuvent effectivement contribuer largement à préciser qu'est-ce qui peut être mis en place en contexte de stage. Toujours, je reviens, je le répète, je vais cogner sous le clou, à partir de quelles sont les finalités des programmes d'études, les objectifs visés, les exigences, et plus spécifiquement en contexte de stage à partir d'indicateurs clairs. Alors, je vais laisser Isabelle poursuivre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Oui, moi, je vais saisir la perche, mais sur un autre point. Parce que, vous savez, un autre des aspects, quand on parle de travailler en amont au niveau des stages, c'est toute la question pour nous, en tout cas, de favoriser le réseautage avec, effectivement, des ressources à l'externe, dont, entre autres, les orthophonistes. Et je vous dirais que c'est le clou sur lequel, présentement, on essaie beaucoup de travailler, mais c'est très difficile pour les conseillers des services adaptés, avec la tâche qu'ils ont présentement, d'avoir un peu de temps libre pour se réseauter, finalement, avec des professionnels, autres que juste la tâche de l'évaluation, là, comme telle. Alors, pour l'accès au service, oui, l'évaluation, mais je suis tellement d'accord avec vous que l'expertise des professionnels, par exemple, au plan de la communication dans votre situation, c'est essentiel et même très important. Maintenant, il faut que le conseiller ait eu la chance, finalement, de se réseauter et aussi, des fois, d'avoir eu la chance de vous partager, par exemple, le contexte, la finalité du programme. Par exemple, l'étudiant s'en va dans un domaine X, de vous expliquer le contexte collégial de cette ou universitaire, là, de ce contexte-là, de cette finalité-là, pour pouvoir trouver des mesures d'accommodement qui sont appropriées. Et je vous disais tout à l'heure, plus haut dans la présentation, que oui, le conseiller, dans son rôle, devait effectivement regarder les obstacles, mais dans regarder les obstacles, avant d'arriver à dire, il n'y a pas d'autres mesures d'accommodement possibles, ou je vois pas ce qui est possible, on aurait comme démarche d'aller consulter des professionnels à l'extérieur, d'aller chercher cette expertise-là pour pouvoir bien évaluer les besoins et tout. Alors,
moi, ce que je retiens au niveau de travailler en amont pour les stages, puis ce que je trouve qui est particulièrement important, et des fois, c'est la sensibilisation qu'on doit faire auprès de nos gestionnaires pour leur expliquer qu'on a besoin de ce temps-là pour pouvoir se réseauter à l'externe. Mais merci de votre intervention. Merci de vos réponses, c'est très intéressant. Ça démontre, en tout cas, l'expertise que vous avez, puis l'expérience que vous avez dans le boulot que vous faites. Alors, je suis très heureux d'entendre tout ce que... Ben, le webinaire aussi est un lieu extraordinaire pour se parler puis réseauter comme ça. Merci. Merci, M. Blais. Je vais donner la parole au Collège Mérissé, puis ensuite, Anne-Louise va pouvoir poser oralement des questions qui sont rentrées dans le chat. Alors, Madame Sirène, Collège Mérissé, c'est à vous. Moi, j'aimerais connaître un petit peu les balises concernant, lorsque vous parlez de notion de danger en stage, un étudiant, quelles sont nos balises pour mesurer l'ampleur du danger? Parce qu'on sait que nous, on est particulièrement en éducation spécialisée. Donc, on a des étudiants avec certaines problématiques, entre autres de santé mentale ou autres, qui amènent en milieu de stage possiblement des dangers. Je me dis comment on peut se positionner? Quelles sont les balises? Alors, vous n'allez pas aimer ma réponse. Parce que ce que le contentieux de la Fédération des cégeps nous a dit, c'est la même chose au privé, hein, pour l'Association des collèges privés, le contentieux, c'est que dans ces situations-là, il faut évaluer chaque cas comme un cas d'espèce. Donc, il n'y a pas de balise parce qu'il faut se baser tout simplement sur des faits mesurables, observables. Il faut avoir été capable de démontrer qu'il y a réellement source de danger et qu'on a besoin, dans certains cas même, d'aller chercher une expertise qui arriverait, on arriverait à aller dire, ben, est-ce que l'étudiant finalement est apte ou pas apte à aller en stage? Est-ce qu'il est apte ou pas apte à poursuivre ses études? Mais pour arriver à demander finalement une expertise de cet ordre-là, c'est qu'il va falloir avoir fait des démarches au préalable, puis avoir beaucoup de faits mesurables, observables, et c'est généralement la direction des études qui va demander une telle expertise. Naturellement, avant d'arriver à ça, au CCSI, en tout cas, on conseillerait de communiquer avec le contentieux, soit de l'Association des collèges privés ou le contentieux de la Fédération, pour avoir toutes les notions, parce que il y a de la jurisprudence par rapport à ces événements-là et chaque cas doit être analysé comme un cas d'espèce. Alors, il n'y a pas de balise comme telle. Qu'est-ce qui est dangereux dans un contexte? Vous comprendrez qu'il ne l'est peut-être pas dans un autre contexte. En éducation spécialisée, si je travaille auprès de personnes âgées en perte d'autonomie qui ont la maladie d'Alzheimer, ou versus si je travaille auprès d'adolescents en milieu scolaire, le niveau de risque, de danger, etc. peut être très variable dans un contexte à l'autre, dépendant aussi de la situation de l'étudiant. Alors, je suis désolée, j'aimerais beaucoup avoir une réponse très claire par rapport à ça, mais je vous dirais que l'idéal, c'est vraiment de traiter et d'analyser chaque situation dans un contexte comme ça avant d'arriver à cette conclusion-là. Je me permets d'y aller avec un peu les questions, mais ce que j'entends beaucoup, Isabelle, c'est qu'à chaque fois, il faut s'asseoir puis réfléchir puis trouver. Hein? On peut pas se fier à un guide, mais il faut, avec l'étudiant, avec le milieu de stage, à chaque fois réanalyser la situation. Et si ça... Et avec la direction dans certains contextes absolument. Aussi. Et sans tomber dans de l'analyse de cas avec des formules toutes faites, justement, je vois qu'on nous soulève des questions qui semblent faire qui suscitent plus d'intérêt que d'autres. Entre autres, les problèmes d'ordre d'anxiété généralisée ou des troubles mentaux, finalement. Comment on peut penser, sans y aller avec un exemple précis, des types de mesures d'accommodement qui pourraient être envisagées dans des contextes où les gens sont dans les relations d'aide, psychoéducation, éducation spécialisée, etc. Avez-vous des idées de mesures sur quelles variables on peut penser intervenir pour faire des mesures d'accommodement qui aideraient l'étudiant dans son stage? Ruth, tu as l'air d'avoir une réponse. Je vais avoir la réponse dans quelques mois. Donc, par sa part, c'est qu'on est en train de travailler à examiner avec les programmes professionnalisants les accommodements qui devraient pouvoir être mis en contexte de stage, en contexte universitaire, et particulièrement dans les programmes justement où il y a beaucoup de relations d'aide. Donc, c'est en réflexion avec le personnel enseignant dans les universités à l'heure actuelle. Et puis, c'est clair que ce que je proposais dans le diaporama en amont, cibler des cours cliniques pour voir comment l'étudiant intervient,
sur le plan de sa réflexion avec l'autre et tout ça. Je pense que déjà, on peut établir des balises, des critères d'accès au stage à la lumière de qu'est-ce qu'on vise dans ce genre de cours-là, qui devra être repris en contexte de stage. Puis, dans ces cours-là, est-ce qu'il y a des accommodements à mettre en place? Comment l'étudiant va développer des stratégies compensatoires ou se développer une façon d'être et de faire? Parce que la question, c'est pas toujours mettre des accommodements à l'étudiant, c'est qu'est-ce que lui doit déployer pour agir autrement, pour réussir à rencontrer l'exigence liée à son stage. Puis ça, on le perd de vue. Puis, je pense qu'Isabelle a soulevé quand même un point important tantôt. Il y a un manque peut-être chronique de ressources en ce moment dans les milieux pour avoir vraiment le temps d'accompagner par les services, en tous les cas, chaque cas de figure, chaque étudiant. Mais il y a un travail qui peut certainement être fait à même les programmes et c'est ce qu'on est en train d'examiner, notamment à l'UQO et à l'UQAC. Et cette réflexion avec les personnels enseignants va nous permettre d'avancer et puis d'écrire un référentiel qui offre des balises sur les accommodements en contexte universitaire, incluant les cours et les stages. Dans le plus concret, je dirais qu'une des présentations que le CCSI a fait à la QCEP, vous avez cette présentation-là dans les ressources finalement à la fin, qui donne peut-être quelques petites indications intéressantes au niveau des troubles anxieux ou d'une personne qui aurait cette difficulté-là au niveau des stages, entre autres. Ça vous pourrait vous donner quelques balises. Il y a les outils également qu'on avait partagés au CAPRES qui sont de l'ordre des questions de réflexion qu'on peut avoir avec l'étudiant, parce que j'abonde exactement dans le sens de Ruth lorsque on parle que l'étudiant a quelque chose à faire, lui, par rapport à ça. Et je voudrais que si on veut travailler en amont pour l'étudiant, quand on parle de troubles anxieux, une chose qui est très importante, on sait, les problèmes de santé mentale, c'est des diagnostics, en tout cas, qui arrivent tard, généralement. Donc, des étudiants qui ont 17-18 ans, qui, là, apprennent finalement qu'ils ont un trouble anxieux ou autre, ce qui fait en sorte qu'ils ne connaissent pas bien leurs limitations. Ils ne connaissent pas très bien non plus la situation, leurs besoins. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, il y a tout un travail, finalement, d'aider l'étudiant à identifier ses besoins, ses ressources personnelles, et quelles questions je peux poser pour essayer de l'aider par rapport à ça. Et le réseautage avec une ressource à l'externe, dans certains contextes, est nécessaire lorsqu'on parle de possibilités de thérapie, par exemple, ou d'aller chercher un autre type d'aide, parce que les services adaptés ont un mandat très clair qui est dans un contexte scolaire. Alors, on se doit de travailler en partenariat avec d'autres ressources. Des fois, au même de l'établissement, on a cette chance-là d'avoir des psychologues ou autres qui peuvent nous aider, mais des fois, il faut aller absolument à l'extérieur. Mais là où moi, je mettrais l'accent, c'est d'aider l'étudiant à identifier ses besoins, parce qu'on prend pour acquis qu'il le sait, mais il ne connaît pas très bien généralement ses besoins, pour essayer de trouver tout de suite des astuces et des stratégies exactement en lien avec la finalité de son programme à lui spécifique. Parce que si j'ai une étudiante qui a un trouble anxieux, comme l'exemple qu'on vous donnait tantôt en inhalothérapie, j'aurai pas le même réflexe que pour un étudiant qui est en informatique. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Le contexte fait en sorte qu'on n'aura pas les mêmes réactions, la même démarche également non plus à faire. Il n'y a pas d'autres questions qui nous apparaissent. Je vous invite à pas être timide et à les écrire ou à lever la main si vous voulez aller vers d'autres points. Moi, j'en vois une qui est écrite à l'écran. Ah oui? Oui, ben, je vais donner la parole à Marie-Hélène Tanguay, qui a demandé, qui a levé la main, puis j'ai un monsieur Desrochers aussi par la suite. Donc, Marie-Hélène, votre micro est activé et votre webcam aussi, si vous voulez prendre la parole. Oui, je représente Marie-Hélène Tanguay. D'accord. Ma question peut-être un peu ensuite à ce que vous venez de dire. Ma préoccupation, c'est beau de travailler en amont, mais je me demandais à quel point il est réaliste de penser qu'un étudiant peut identifier ses problèmes avant le début de son stage. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? C'est quoi son futur milieu de travail, par exemple? Fait idéalement, c'est bien que l'étudiant identifie ses problèmes, mais s'il n'a pas vécu le milieu, c'est difficile pour lui d'identifier ce qui peut être difficile pour lui. Absolument. Est-ce que tu veux répondre d'abord, Ruth, ou je t'ai vu lever la main? Je reviens à ce qu'on a mentionné tantôt. Plus qu'il va y avoir dans les programmes des indicateurs clairs quant aux exigences,
liés au stage et des cours qui accompagnent ces étudiants-là à savoir qu'est-ce que c'est que la formation pratique et qu'est-ce que ça implique et leur faire vivre des situations comme on fait en laboratoire d'intervention orthopédagogique en lecture ou dans des laboratoires plus cliniques en psychoéducation ou en travail social. L'étudiant il est amené à comprendre davantage les défis qu'il pourrait rencontrer. C'est là qu'il y a un travail qui doit être fait pour lui dire qu'est-ce que j'ai besoin pour être accompagné là-dedans, puis rencontrer probablement, si nécessaire, les professeurs qui donnent les cours et les conseillers des services adaptés qui peuvent l'accompagner dans cette réflexion-là. Je pense que c'est possible de le faire en amont. Il travaille avec les professeurs. Il y a, je dirais, des questions qui peuvent être posées des fois à l'entrevue de départ. Je vous donne un exemple dans mon autre vie, quand j'ai été conseillère adaptée pour un collège comme tel. Une des questions que je posais souvent, c'était qu'est-ce que tu connais de ton programme? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce programme-là? Et on pense que c'est des questions qui ont peu d'informations, mais au contraire, ça donne beaucoup d'informations. Par exemple, j'ai eu une situation où j'avais un étudiant qui me disait, moi, j'ai choisi technique policière, c'est le souhait que je vise, je suis transférée de cégep et tout ça. J'ai dit, oui, pourquoi technique policière? Il dit, parce qu'on n'écrit pas beaucoup en technique policière. L'étudiant avait une dysorthographie sévère. Il était parti avec l'idée de ce qu'on voit dans les films, technique policière, etc., etc. Sauf que, dans les faits, technique policière, des rapports, il y en a énormément et c'est très sensible même au plan juridique, les erreurs qui pourraient s'y glisser, etc., etc. Et je discute avec l'étudiant, mais je dis, écoute, est-ce que tu as fait une démarche avec ton conseiller d'orientation? Non, je dis, écoute, je t'inviterais vraiment à aller voir, à aller questionner, à aller apprendre davantage et tout ça. Alors, je me suis mis en équipe avec le conseiller d'orientation et on lui a exposé la situation pour qu'il prenne finalement une décision à la lumière de toutes les bonnes informations. L'autre aspect, c'est définitivement le côté que les enseignants peuvent avoir, là, comme Ruth disait, les laboratoires finalement. Lorsque les laboratoires permettent finalement de toucher à la réalité des stages, toucher à la réalité du milieu, lorsqu'on aide finalement les étudiants à prendre conscience dans des cadres de cours comme fonction de travail, là, c'est des cours qui existent beaucoup là, au collégial, là, ce genre de cours-là. Ça permet finalement aux étudiants d'avoir une meilleure idée et tout de suite de faire le pont finalement avec les services adaptés. Mais ça demande une sensibilisation auprès des professeurs finalement aussi pour qu'ils puissent allumer la petite lumière et ça demande aussi aux étudiants de finalement eux aussi là, aller voir les services adaptés là, à ce niveau-là. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont survenues. Une entre autres qui revient sur un exemple que vous avez donné d'une étudiante qui a arrêté son stage et qui a eu besoin d'aide de tutorat pendant une période avant de revenir. On me questionne ici à savoir, il y avait une bourse, d'où est-ce que ça venait? Je pense que c'est Isabelle qui avait donné le cas de l'étudiant. En inhalothérapie. Là, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais c'était le tutorat pour l'étudiant en physiothérapie, l'étudiante en physiothérapie. Puis on a arrêté on a suspendu le stage. Mais je vais être honnête, ça se passait à l'Université d'Ottawa. Donc, je vais laisser la chance à Anne-Louise ou Isabelle de répondre comment on va chercher ce genre de bourse. En fait, c'est Anne-Louise parce que c'est dans le milieu universitaire. Anne-Louise, il existe des bourses pour les étudiants, puis il y a du tutorat individualisé qui peut être offert. Puis c'est exactement à partir de ce tutorat individualisé que ça avait été fourni. Mais Anne-Louise, je te laisse préciser. Mais c'est tout à fait dans ce sens-là. Effectivement, il y a des bourses quand les étudiants sont déjà reconnus comme ayant une situation de handicap. Le ministère de l'Éducation peut nous aider à financer certaines aides, dont dans certains cas du tutorat d'encadrement. Évidemment, il y a des restrictions, mais cas par cas, c'est des formules qui peuvent être envisagées effectivement. Je reviens tout à l'heure, on a parlé du milieu de stage. Évidemment, la question des problèmes de santé mentale fait beaucoup, domine un peu. On le comprend, c'est une situation non visible qui est peut-être plus difficile à comprendre pour les milieux de stage lorsqu'ils voient un diagnostic ou ils apprennent le diagnostic d'un étudiant. Oui, l'étudiant, vous avez bien expliqué, peut aller chercher de l'aide pour devenir plus compétent dans la gestion, par exemple, de son anxiété. Mais est-ce que du côté des milieux, il y a des choses qu'on peut envisager, des idées de mesures qui peuvent s'offrir?
Je vous laisse répondre l'une ou l'autre. Je ne sais pas si vous avez envie d'avancer là-dessus. Parce qu'il ne faudrait pas non plus donner l'impression qu'il faut guérir de sa situation de handicap pour pouvoir faire des stages, hein, ce qui n'est pas nécessairement possible. Je ne sais pas, Isabelle, si tu avais envie de répondre, ou Ruth, je vous passe la parole. Le milieu. Ben, ça dépend tellement du milieu de stage. C'est ça qui est particulier. Si je suis en soins infirmiers, je ne mettrai pas en place les mêmes mesures que si je suis en technique à l'enfance, par exemple. Donc, mais ce qui est intéressant, par contre, de savoir, c'est qu'effectivement, il y a place à mettre en place des mesures d'accommodement en milieu de stage. Les milieux ont aussi cette obligation-là, finalement, là, d'accueillir un étudiant sur son handicap et de mettre en place des mesures d'accommodement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que des fois, ça prend pas grand-chose. Je pense que c'est ça, des fois, on a l'impression quand on parle d'accommodement puis d'accompagnement en stage que ça va être nécessairement des grosses choses, mais des fois, ça peut être des petites choses. Je me souviens, une de mes collègues qui a dû traiter cette situation-là pour un collège. Elle, c'était une étudiante de petite taille et puis qui était en éducation à l'enfance et elle devait, adapter le milieu tout simplement, mais c'était des petites adaptations de l'ordre du physique qui nécessitaient pas grand-chose finalement, hein, déplacer des choses dangereuses à un autre endroit, avec un crochet à quelque part, un petit banc ici et là. Donc, c'était des petites adaptations qui ne nécessitaient pas grand-chose, finalement, pour permettre à l'étudiant de faire son stage. Fait que des fois, on a l'impression que ça prend des grosses mesures, là. Je vous donnais l'exemple de mon étudiante tantôt avec ses tampons d'alcool dans ses poches. C'est un peu ridicule, mais ça demandait pas grand-chose finalement comme ajustement. Je peux prendre un autre exemple concret, étudiante dyslexique en soins infirmiers. Dans un collège en particulier, puis l'étudiante, ce qu'elle avait trouvé, c'était d'amener avec elle une espèce de petit bout d'acétate bleu qu'elle glissait sur les notes finalement qu'elle lisait, là, des médecins et tout, parce que pour elle, ça aidait à coller les lettres sur le papier, c'était plus facile à lire. Et ça, c'était une petite règle qu'elle avait là, de couleur bleue, qu'elle avait dans ses poches. Il n'y avait aucun problème là. Il y a le seul aspect qui était important pour elle, qui avait été mentionné par les profs, puis elle avait des tampons d'alcool dans ses poches elle aussi, c'était qu'il fallait que ça reste stérile le plus possible, dépendant des endroits où elle allait, mais ça ne posait pas de problème. Alors, vous voyez, c'était un petit accommodement très simple, finalement, qui demandait pas beaucoup, là. Moi, je ne sais pas si vous avez observé, je suis retournée en arrière avec une grille. Je ramène la grille. Pourquoi je ramène une grille? Parce que dans cette grille-là, notamment, il y a beaucoup d'éléments qui sont des indicateurs liés sur l'attitude que doit avoir un étudiant en contexte de stage et qui correspondent aux plus grandes préoccupations de nos étudiants qui peuvent, selon leur niveau de difficulté, présenter des difficultés parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Donc, pour répondre à la question, moi, quand ça se produit, qu'est-ce que je fais avec un étudiant ou ce que je faisais avec un étudiant ou ce que je propose de faire avec un étudiant, c'est d'examiner qu'est-ce qui peut poser défi. Et dans le milieu de stage, si l'étudiant ne peut pas le faire avant le stage, dès les premiers jours dans le milieu de stage, si on observe qu'un des éléments pose défi, c'est factuel. On le présente à l'étudiant, on l'amène à examiner qu'est-ce qui pose défi. Et la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place comme moyen d'action pour pallier cette difficulté. As-tu besoin que je t'aide à chercher des solutions? Veux-tu qu'on examine les solutions ensemble pour chacun des indicateurs ou chacune des compétences? Et c'est quand je parle d'un plan d'action, c'est un peu, dans ma tête, j'ai la roue socratique, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à savoir ce que c'est examiner où est-ce que je me situe maintenant sur une échelle de 0 à 10, puis où est-ce que j'aimerais, où je devrais me situer dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Et l'étudiant a été examiné, où est-ce qu'il se situe maintenant et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour pallier cette difficulté-là dans les plus brefs délais. Il ne faut pas perdre de vue que dans les milieux de stage, les étudiants sont accompagnés, ne sont pas laissés à eux-mêmes avec les étudiants ou les élèves ou les jeunes. La plupart du temps, ils sont accompagnés. Et donc, ça peut se faire en milieu de stage avec l'accompagnateur qui, lui, a développé des stratégies, des façons de faire, qui voit chez le stagiaire des difficultés. Il est capable, dans une approche bienveillante, de les mettre de l'avant de manière très factuelle. J'ai observé que, et comment peux-tu pallier à cela, parce que
dans ce contexte, c'est inapproprié, etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Il y a une question de monsieur ou madame Desrochers depuis un petit bout, MJ Desrochers, donc je vous donne la parole. On avait une question qui était beaucoup plus pointue peut-être, mais on se disait une fois qu'ils sont venus chercher les services aux services adaptés, qu'ils sont en stage, c'est quoi les mesures qu'on peut leur offrir? Parce que là, c'était des cas, une dame de petite taille ou quoi que ce soit, mais si on a un autiste, par exemple, en stage, jusqu'où on va avec lui? Jusqu'à la contrainte excessive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, peu importe, hein, on se doit de répondre aux besoins de l'étudiant et on va devoir tenter de démontrer, finalement, par nos démarches, et là, je dis des démarches, avec différents scénarios, qu'on a tout fait, qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait, finalement, pour essayer d'accommoder l'étudiant. À travers ça, par contre, je crois qu'il y a toute la question qu'il faut avoir d'obligation morale dont on parlait tantôt avec l'étudiant, de réfléchir aussi à un moment donné à, mais là, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Comme on le ferait avec d'autres étudiants. Est-ce que tes forces sont mises de l'avant dans ce programme-là, dans ce contexte-là? Donc, il y a un côté comme moral de réflexion à avoir avec l'étudiant. Au niveau du concret, de mettre en place des choses, il faut être capable d'arriver, de démontrer qu'on a toutes fait les démarches pour arriver à dire, mais là, on est rendu à la limite. Et l'autre aspect est très, très, très important que Ruth mentionne depuis tout à l'heure, avec lequel moi je trouve que c'est l'essentiel, c'est de partir à partir des critères précis de la formation, de la finalité, de qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Ça, pour moi, c'est essentiel, là, puis je sais que c'est exactement dans ce sens-là aussi là, que Ruth, tu travailles aussi, là. Donc, en tout cas, je sais que c'est pas une réponse idéale, mais jusqu'où on va aller, c'est sûr que tous les avis juridiques, c'est ce qu'ils vont vous dire. C'est jusqu'à temps qu'on arrive à la contrainte excessive. Mais en travers ça, par contre, il y a toute la question d'obligation morale d'accompagner l'étudiant parce que c'est éprouvant et c'est difficile pour les conseillers, c'est difficile pour l'étudiant, c'est difficile pour les profs, c'est difficile pour le milieu. On en est conscient de tout ça. Donc, il y a comme tous ces aspects-là, mais les critères vont vraiment plus nous guider là, jusqu'à où on peut aller. Est-ce que vous pouvez justement nous amener plus de détails d'un cas ou un autre? Parce que là, c'est assez général. La contrainte excessive, vous parlez du côté légal. Mm-hmm. L'autre, on parle plus de l'accompagnement. Oui. Ben, l'accompagnement, c'est la même chose. C'est jusqu'où on va dans votre mandat aussi. Je sais pas, je vais peut-être préciser votre question, mais dans le mandat du rôle des services adaptés, dans le mandat de votre collège ou d'université, finalement, vous avez un rôle que vous pouvez jouer. Des fois, ça sort de votre rôle, donc là, on va aller chercher des partenaires à l'externe pour aller chercher ce petit côté-là. C'est sûr que ça doit correspondre à votre mandat. Sinon, on a ce que la Commission des droits de la personne nous dit, c'est qu'on a la responsabilité de faire le pont avec une autre ressource si le besoin est tel. Donc, on est dans ce contexte-là, mais c'est sûr que si je parle pour les collèges, au niveau de ce qu'on va mentionner, nous, c'est dans notre cadre d'intégration scolaire, d'accommodement au plan scolaire. Dès qu'on ressort de cet ordre-là au niveau de l'accompagnement, là, on va faire affaire avec des ressources à l'externe et on va faire le pont avec ces ressources-là, des fois travailler en multidisciplinaire, mais là, on va être dans des situations plus pointues. Je pense justement à un étudiant qu'on avait accompagné, qui avait un trouble du spectre autistique, qui était dans un domaine informatique, là, lequel je me souviens plus particulièrement, mais c'était très, 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 très difficile, très problématique. C'était échec par-dessus échec. Il a vraiment, vraiment fallu travailler longtemps avec les parents, avec les ressources à l'externe, pas l'IRDPQ, mais CRDI, avec les travailleurs de milieu, etc., pour éventuellement accompagner l'étudiant. Puis finalement, en bout de ligne, il a quitté le programme parce que à ce moment-là de sa vie, c'était peut-être pas ce qui était approprié. Mais dans l'accompagnement, on est toujours, nous, restés dans le cadre de ce qu'on devait faire comme service adapté dans le cadre scolaire. Je ne sais pas si je peux répondre en partie. Je ne suis pas sûre si je réponds complet à la question. Je peux me permettre d'ajouter un commentaire? Dans le même sens, je sais qu'au niveau universitaire, des fois, on a dans le cas des étudiants supérieurs, on a des étudiants particulièrement fonctionnels, je dirais, qui sont par rapport, ils ont peut-être plus d'autonomie en général, mais des fois, l'intervention, ça va être l'accompagnement sur place en milieu pour sensibiliser le milieu dans le sens de comprendre c'est quoi la problématique autistique, puis mieux comprendre où sont les enjeux de communication, puis parfois par des moyens très très simples, d'être plus concret, d'éviter certaines formulations abstraites que l'étudiant ne saisit pas, etc. Il peut physiquement y avoir une sensibilisation du milieu qui demande une couple de rencontres et que là, on peut mieux
transiger avec l'étudiant et le milieu. Je ne sais pas si ça donne un exemple plus concret là, dans le sens de ce qu'il peut faire. Je ne sais pas aussi si au niveau collégial, ils sont plus jeunes ou autonomes, mais plus vieux, en tout cas, des fois, c'est des mesures assez simples qui permettent une meilleure communication dans le milieu. Je ne sais pas si ça répond à votre question, madame. Oui, merci. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, Ruth, sur le point? Ben, je sais que les troubles du spectre de l'autisme posent souvent des problématiques. Nous, j'ai déjà eu un étudiant que j'accompagnais dans son milieu de stage. Il y avait des manies, hein, puis il avait abîmé une table avec un crayon. Fait que c'était de voir avec l'étudiant comment, quand il rentrait en stage, est-ce qu'il apportait un crayon avec lui ou pas. Où est-ce qu'il déposait le crayon. Et puis, c'était à force d'examiner chaque cas, chaque situation, puis d'examiner encore avec l'étudiant qu'est-ce qu'il pouvait faire pour éviter la situation. Fait que ça a été souvent, c'est vraiment, comme Isabelle l'a dit, du cas à cas, mais c'est rare qu'on n'a pas trouvé une solution bien spécifique. C'est clair qu'il y a des cas de figure très faciles. Une étudiante qui est en médecine, qui a besoin de lire sur les lèvres, on va lui faire un masque avec un plastique, puis sur mesure, ça se fait. Quand c'est des handicaps physiques, c'est beaucoup plus facile à trouver les solutions. Quand on est avec des handicaps invisibles, problème de santé mentale, c'est plus difficile. Mais moi, je me souviens d'un autre cas de figure où l'étudiant développait une schizophrénie. Il n'était pas suffisamment médicamenté ou c'était pas clair, c'était pas encore, comment je dirais, stabilisé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à l'étudiant de se retirer momentanément du programme complètement, d'aller stabiliser sa situation en lui promettant qu'on gardait sa place pour que quand il veut revenir, il puisse poursuivre ses études, mais en ayant stabilisé sa médication, et c'est ce qu'il a fait. Donc, vous voyez que chaque cas de figure, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais pas à tout prix, dans le sens où il y a des étudiants, je prends le cas d'un étudiant Asperger qui était en sciences de l'éducation, il a fait la démonstration très rapidement qu'il ne pourrait pas enseigner devant un groupe classe, qu'il ne pourrait pas faire de la gestion de classe pour 15-20 élèves, c'était impossible. On l'a évalué, on a examiné, c'était factuel, non, tu ne rencontres pas cet indicateur-là, cette compétence-là, et l'étudiant a échoué. Fait qu'il faut être capable tout le temps de se dire, on ne perd pas de vue la finalité des programmes d'études, les objectifs, les exigences, mais on est toujours en train de se poser la question, est-ce que l'étudiant peut développer des stratégies compensatoires? Est-ce que nous, on peut accompagner? Et est-ce qu'il y a des modalités qui peuvent être mises en place, comme celles que je viens de vous nommer? Par ailleurs, on focus beaucoup sur les étudiants qui ont des difficultés, évidemment, dans le contexte de stage. Mais moi, je connais beaucoup d'étudiants qui sont allés dans la niche qui leur convenait. Un étudiant dyslexique, normalement, la plupart du temps, il choisit une niche qui lui convient, où l'écrit, ben, il n'y a pas besoin de... L'écrit, ça fait partie de sa vie, mais il peut utiliser les outils technologiques et rarement, si c'est sévère, ils vont s'en aller, par exemple, à la formation, à l'enseignement. Généralement, ils ont un bon réflexe. Je ne sais pas que c'est toujours, là. Puis je sais qu'il y a des cas de figure, les problèmes de santé mentale, comme Isabelle le dit, arrivent dans la vie un peu plus tardivement. Ils se présentent, puis là, ben, l'étudiant doit évidemment apprendre à transiger avec dans un contexte où justement, il est en formation. Voilà. Peut-être juste une question qu'on propose souvent aux gens, ce qu'on dit souvent, nous, pour aider à guider, on dit, ben, qu'est-ce que vous feriez pour un autre étudiant aussi? Parce que des fois, on passe nos choses comme si c'était vraiment spécifique pour un étudiant en situation de handicap, mais très souvent, c'est pour l'ensemble des étudiants. Donc, il y a beaucoup de situations où on dit, ben, je vais jusqu'où? OK. Mais, de façon générale, tu ferais quoi pour un autre étudiant? Déjà, ça donne beaucoup de barèmes. Puis ensuite, ben, copier-coller de ce que Ruth vient juste de dire, je le répéterai pas. Mais il y a comme un petit bout de question des fois qu'on peut faire au début, puis des fois, ça répond des fois rapidement aux problématiques. Qu'est-ce qu'on ferait pour un autre étudiant? Tout à fait. Je ne sais pas si on a encore le temps de prendre d'autres questions, Patricia, ou si on doit conclure. Ben,
Je voyais dans les questions écrites qu'il y avait Juliane et Christine de l'UQAP et Isabelle Coulombe. Je ne sais pas si on a répondu à vos questions. Anne-Louise, en les lisant, peut-être... sévère de communication, d'élocution ou de surdité. J'ai l'impression qu'on va encore nous devoir dire que c'est du cas par cas, mais si vous voulez répondre à ça, comment on peut les accommoder, ça dépend encore du milieu où ils sont. Est-ce que tu veux commenter, Isabelle, ou Ruth, comment accommoder les problèmes sévères d'élocution, de communication? C'est 3 problèmes différents. Hein? Puis, je peux juste dire que j'ai entendu là, dans les branches d'un collège qu'est-ce qui avait été possible, par exemple, d'accommoder une étudiante sourde en soins infirmiers. Fait que juste pour vous dire que les possibilités, là, c'est présent, mais on aimerait bien des fois avoir plus que de vous dire qu'il faut gérer chaque situation uniquement. Là, mais juste le problème de surdité, nous, à l'époque où j'étais à l'Université d'Ottawa, on a une étudiante sourde qui a gradué en médecine. Oh. Et elle a eu 3 interprètes en temps réel, tout le temps, en contexte de stage pour faire ses stages d'interprétation en chirurgie. Mais imaginez tous, c'est quoi une formation en médecine? Cette étudiante-là a réussi à devenir médecin. Donc ça, pour ce qui est des accommodements pour les personnes sourdes, c'est facile. Je pense que la réponse est la question est un peu plus complexe quand c'est des problèmes de communication. Je pense que tantôt, on a M. Yvon Blais qui nous disait qu'il y a des plans de traitement ou des plans d'accompagnement à mettre en place. Puis encore une fois, c'est dans le cas à cas. Moi, j'ai rencontré des étudiants bègues qui arrivaient à réussir correctement à l'université, en autant qu'ils n'aient pas à faire plein d'oral. Donc, je pense que ça prendrait, on pourrait se parler en mode téléphonique si vous voulez avoir des pistes précises. On pense souvent aussi qu'il y a le problème, mais c'est juste un aspect de l'étudiant. Hein. Alors, 2 étudiants avec le même problème ont toutes sortes de caractéristiques personnelles, tempérament, habileté, compétences, intelligence. Alors, tout l'ensemble de ça ne fait pas la même mesure d'accommodation, le même besoin, même si c'est la même problématique. On a aussi la question financière qui est soulevée par Isabelle Coulombe qui nous demande, bon, quand on met en place les mesures, on nous dit jusqu'à la contrainte excessive, mais de façon permanente en stage, jusqu'où on peut aller en lien avec les ressources financières? Ben, je vais prendre pour un collège, pour vous donner l'exemple d'un collège, OK? Ce que le contentieux de la Fédération des collèges nous dit, c'est que pour qu'un collège dise qu'il n'y avait pas les ressources financières pour mettre en place un accommodement, il faudrait que le collège démontre qu'il ferait banqueroute. C'est cool. Alors, c'est ça. C'est qu'il faudrait qu'il démontre sur le budget total, finalement, de son collège, il n'était pas en mesure d'aller chercher une petite portion d'argent quelque part et de mettre en place. Là, je parle pour cégep, OK? Parce que ça, c'est ce que nous, on a déjà comme avis juridique, on a déjà été dans ce cadre-là. Au niveau des stages, mais je sais que c'est la contrainte financière, en tout cas, ça serait probablement pas une très grande contrainte. Il faudrait démontrer, finalement, qu'il y aurait tout un processus. Hein. Pour arriver à dire il y a contrainte excessive, c'est qu'il y a une démarche d'action à plusieurs niveaux, plusieurs étapes. On est capable de prouver, si on était appelé en cours, en commission de droits de la personne, à dire, mais voici tout ce qui a été fait pour nous arriver à la conclusion que là, on est à la limite de ce qu'on peut faire. Et généralement, pour arriver à ça, vous comprendrez que ça porte bien son nom, hein, contrainte excessive. Absolument. Je ne sais pas si j'oublie d'autres questions. J'ai l'impression qu'on couvre pas mal la plupart des sujets qui ont été soulevés. Oui, je pense qu'on est disponible parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous délaissent. Isabelle, qu'est-ce que tu disais? Mais je disais que, en tout cas, je peux parler pour nous, au collégial, les 2 CCSI, à l'Est et à l'Ouest, on est disponible pour répondre aux questions des collèges. Donc, si vous êtes collège de l'Est, vous êtes les bienvenus de téléphoner à l'Est. À l'Ouest, le CCSI, la même chose, va vous accompagner, vous soutenir dans vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous là, dans ce contexte-là. Parfait, merci.
Donc, notre heure est passée. J'en profite, je vais remercier nos présentatrices, notre animatrice, Madame Fournier, nos présentatrices, Madame Filion et Quirion. Je pense que les gens ont l'air satisfaits. Je vois les gens qui quittent, mais qui nous marquent des remerciements, des félicitations dans la conversation. Merci si on a répondu à vos besoins. On est bien contents. Merci à vous aussi de vous être branchés, d'avoir participé à ce webinaire-là. On espère que vous allez continuer à suivre nos activités puis à les diffuser auprès de votre réseau. Et l'avantage d'un webinaire, c'est qu'il est enregistré. Vous allez pouvoir le partager. Le montage vidéo va se faire la semaine prochaine. On devrait pouvoir le diffuser d'ici une semaine ou deux. Pour être certain d'avoir l'information, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre infolette, je vous invite à le faire sur notre site, capresse.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette pour recevoir cette information-là, mais aussi d'autres actualités sur la réussite, la persévérance en enseignement supérieur. Si aussi vous souhaitez partager des outils, des pratiques, ce que vous faites dans votre milieu par rapport aux étudiants en situation de handicap ou particulièrement au stage, écrivez-nous à info-capresse.ca. Ça va nous faire plaisir de les partager, de les ajouter à la page où on va pouvoir mettre les outils qui ont été fournis par les conférencières. On sert aussi le Capresse à réseauter les gens pour qu'ils mobilisent ces nouvelles connaissances-là qui ont acquises dans leur milieu, dans leur pratique. Donc, ça nous arrive de recevoir des mémoires de maîtrise ou des outils, quoi que ce soit. Nous, on veille pour en trouver, mais si vous voulez nous les envoyer, on va être encore plus heureux, puis on va pouvoir les partager aux gens. Si vous voulez trouver des informations sur le sujet des étudiants en situation de handicap, je vous invite à visiter notre site dans la section dossier. On a un dossier sur les étudiants en situation de handicap qui fait un portrait de la situation ailleurs dans le monde, les organismes au Québec qui s'intéressent à la chose, les projets qui sont financés par le gouvernement. Il y a toute une série d'outils qui a été développée par le CCSI, l'équipe d'Isabelle, toutes sortes, une grille, je les ai ajoutés cette semaine, une douzaine d'outils, des grilles, des questionnaires, des mémos, des informations pertinentes. Vous avez accès à ça sur cette page-là aussi. De même que les enregistrements des 2 webinaires précédents qu'on avait faits sur les étudiants en situation de handicap. À venir au Capresse, bientôt on va sortir un nouveau dossier sur la CUA, la conception universelle de l'apprentissage. Pour les gens qui nous ont suivis à l'automne, on a fait un webinaire là-dessus, mais c'était la CUA pour les étudiants en situation de handicap, alors que là, ça va être la CUA en général. Isabelle en a parlé tout à l'heure. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je ferais pour un étudiant qui n'est pas dans cette situation-là, quel accommodement je lui donnerais, quelle attitude j'aurais envers lui. C'est ce qu'on veut montrer aussi, que la CUA peut servir à plus de gens, plus d'étudiants, même ceux qui n'ont pas de difficultés en particulier. C'est vraiment l'angle qu'on a choisi pour ce prochain dossier-là. Donc, il va y avoir un dossier d'information, une synthèse qui va sortir bientôt, puis ensuite, sans doute, des webinaires sur le thème aussi. Et ce printemps, le Capresse va participer à un colloque organisé par l'Université McGill, le bureau pour l'aide aux étudiants en situation de handicap, sur la CUA, justement, et ses perspectives canadiennes. On va présenter un atelier, justement, sur la conception universelle de l'apprentissage dans le volet francophone de ce colloque-là, qui est au mois de mai à Montréal. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur leur site à l'Université McGill. Et on participe au colloque de la QPC au début juin pour le réseau collégial, mais qui est ouvert aux universitaires aussi, au rendez-vous de la réussite qu'on organise conjointement avec le Carrefour de la réussite au collégial et nous-mêmes le Capresse. Cette année, notre après-midi, nos 2 ateliers vont porter sur les conditions d'efficacité de l'aide par les pairs. Si ça vous intéresse, visitez le site de la QPC, puis vous allez pouvoir venir y participer. Donc, je vous remercie encore, à vous 3 et à tout le monde qui a participé. Puis, si vous voulez, vous avez d'autres questions par la suite, je pense que les gens sont faciles à retrouver. Leurs coordonnées vont être sur notre site aussi. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Merci.